Le couple rentrait chez lui à toute vitesse, espérant passer un bon moment ensemble, quand soudain, un fou furieux surgit, courant à la vitesse d'un TGV. Il dépassa leur voiture comme si elle était immobile, laissant tout le monde sous le choc. Les gens restaient bouche bée devant cette scène irréelle. Un homme courant à une vitesse folle en plein milieu de la rue. La police installa un barrage et parvint finalement à stopper le fugitif. Lorsqu'un agent utilisa un tasé contre lui, l'individu bloqua simplement la décharge du bout des doigts. Malgré toute la puissance du choc électrique, le type aux cheveux ébouriffés riposta et projeta tout le monde au loin. Les forces spéciales commencèrent alors à intervenir. Hélicoptères, chars d'assaut, le niveau d'alerte grimpa comme dans GTA San Andreas. Tout cela pour un homme vêtu d'une simple blouse d'hôpital. En plus de courir à une vitesse monstrueuse, il se mit à escalader les immeubles. Au sommet d'un bâtiment, encerclé par des hélicoptères et des soldats positionnés sur les toits voisins, l'homme arracha sa chemise, attrapa un manche à balai et ordonna à tout le monde de venir l'affronter. Je sais ce que vous pensez, quel genre d'homme est-ce? Il s'agit de Roi Ujim, et il ne vient pas de notre époque. Il y a 1000 ans, c'était un guerrier redoutable. Pendant 4 jours, il affronta seul plus de 300 assassins afin de protéger la femme qu'il servait, utilisant son propre corps comme bouclier. Finalement, lui et son ennemi juré, Okaen, se battirent jusqu'à la mort avant de tomber ensemble d'une falaise, directement dans des eaux glacées. Aujourd'hui, le monde entier est fasciné par cet immense bloc de glace flottant au milieu de l'océan. À l'intérieur de cette glace se trouvait une personne. Et non, ce n'est pas Captain America, c'est notre protagoniste, parfaitement conservé après 1000 ans. Le gouvernement mit rapidement la main sur lui et tenta d'en faire un cobaye afin de réaliser plusieurs expériences scientifiques. Mais notre homme réussit à s'échapper. C'est ainsi que nous arrivons à cette scène où tout le monde est à sa poursuite. Le président de la Corée du Sud, Kang Ji-kwon, décida alors de se rendre sur place en personne. Il ordonna aux soldats de baisser leurs armes et se présenta comme le dirigeant du pays. Il expliqua à Roi Ujim qu'il se trouvait désormais dans le futur avant de lui tendre la main pour le saluer. Roi Ujim fit tournoyer le manche à balai juste au-dessus de la tête du président, simplement pour vérifier si tout cela était réel ou s'il s'agissait d'une illusion. Le président faillit être projeté dans les airs et manqua presque de se faire dessus. Autrefois, il existait une femme nommée Yoon Yoon-shine, spécialiste des illusions mentales. Roi Ujim pensait donc être piégé dans une sorte de janjutsu. Mais maintenant qu'il comprenait que tout était réel, il abandonna le combat. Dans la base secrète du président, un immense festin fut préparé pour lui. Les deux hommes discutèrent longuement et le président expliqua que la médecine moderne avait réussi à le décongeler sans le moindre problème. En échange de son soutien dans cette nouvelle époque, il ne demandait qu'une seule chose, sa coopération. Le gouvernement souhaitait comprendre comment cet homme avait pu survivre gelé pendant des siècles afin d'utiliser ses connaissances au profit de l'humanité. Pour protéger ce secret, le président avait menti à la population. Il affirma que le gigantesque bloc de glace, l'homme courant dans les rues et sautant d'immeuble en immeuble n'était qu'un tournage de film. Rien de tout cela n'était censé être réel. Tout cela afin de cacher l'existence de l'homme congelé. N'importe quel pays serait prêt à commettre des atrocités pour obtenir un tel pouvoir. Ne voulant absolument pas devenir un cobaye, Roi Ujim refusa catégoriquement et quitta les lieux. Les gardes tentèrent de le retenir tandis que des soldats lui tiraient des fléchettes tranquillisantes dans le dos. Mais Roi Ujim avait toujours une longueur d'avance. Il recouvrit son corps d'une aura invisible qui empêchait quoi que ce soit de le toucher. Avec une puissance totalement absurde, il projeta tous ceux qui l'entouraient au loin. Le président observait ce monstre invincible avec stupeur. Plusieurs gardes encerclèrent alors l'homme, bloquant toutes les sorties. Lorsque l'un d'eux attaqua par derrière, il pensa l'avoir touché. Mais notre homme sembla se transformer en fumée juste devant lui avant de traverser les gardes, esquivant chaque attaque sans le moindre effort. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer, pas même le président. Puis, sans que personne ne sache pourquoi, Roi Ujim apparut au sommet du plus haut bâtiment de la ville. On aurait dit qu'il s'apprêtait à se jeter dans le vide pour mettre fin à ses jours. Ce monde ne lui apportait rien. Sans objectif, sa vie lui semblait vide. Il n'avait vécu que pour protéger sa maîtresse. Maintenant qu'elle n'était plus là, et qu'il n'avait plus d'ennemis à combattre, il ne voyait plus aucune raison de continuer à vivre. Il regrettait même de ne pas être mort lors de sa chute de la falaise, 1000 ans auparavant. Alors qu'il commençait à tomber, quelque chose attira soudainement son regard. Un visage apparaissant sur un immense panneau publicitaire le figea instantanément. Cet homme ressemblait trait pour trait à Okayon, son ennemi juré. Les yeux de Shokrujom s'écarquillèrent alors que les souvenirs de leur affrontement lui revenaient brutalement en mémoire. Cet homme avait piégé sa famille dans une illusion et les avait forcés à s'entretuer sous ses propres yeux. Bunai et Okayon s'étaient alliés afin de détruire Goryeo. À cette époque, le garde du corps les affrontait avec une détermination inébranlable tandis qu'Okayon prenait plaisir à le faire souffrir, jurant de détruire le monde entier. Pour Shokrujom, cet homme était responsable de tout. Il était persuadé de l'avoir tué lors de leur dernier combat, mais ce salaud semblait pourtant bel et bien vivant dans le futur. Cette découverte changea complètement sa vision des choses. Si son ennemi existait encore, alors sa raison de vivre existait également. Il projeta ses mains vers le sol, libéra une force colossale afin d'amortir sa chute et atterrit finalement sur ses pieds.
Il restait encore énormément de choses qu'il ne comprenait pas. Et désormais, il était déterminé à découvrir toute la vérité. De retour à la Maison Bleue, le président Jacquin fut bouleversé d'apprendre que l'ancien guerrier s'était jeté du sommet du plus haut immeuble des environs. Ce qui l'inquiétait encore davantage, c'était qu'aucun corps n'avait été retrouvé. Heureusement, ils finirent par retrouver un témoin l'ayant aperçu ensuite. D'après cette personne, Roi Yujim avait uniquement demandé des informations concernant Yong-Ho. Dans ce monde, Yong-Ho est une véritable superstar. Il fait partie des plus grandes célébrités coréennes et il est mondialement connu depuis son plus jeune âge grâce à son immense talent. Avec son physique de mannequin et son charme naturel, il captive l'attention de tout le monde. Sa simple présence suffit à faire grimper les actions de son entreprise et à améliorer l'image de la Corée à l'international. En résumé, il est considéré comme l'homme parfait. Mais cela ne correspondait absolument pas à l'image qu'avait Ryu Jom-dokyeon. Au contraire, cela le perturbait encore davantage, car l'identité actuelle d'Okyeon semblait être l'exact opposé de l'homme dont il se souvenait. Ryu Jom envisagea alors deux possibilités. Soit cette célébrité ressemblait simplement à Okyeon. Soit il s'agissait réellement de lui, et il avait trompé le monde entier. Étrangement, Ryu Jom espérait que la seconde hypothèse soit la bonne. Désireux de le rencontrer immédiatement, il demanda à un enfant de le conduire jusqu'à Yong-Ho. Pour n'importe quel enfant normal, une telle demande était complètement folle. Impossible d'approcher une célébrité aussi facilement. Le garçon resta figé, persuadé que cet homme était complètement fou. Et les choses empirèrent rapidement. Ryu Jom perdit patience et libéra une pression si intense que tous les écrans alentour explosèrent. Terrifié, le garçon finit par révéler que Yong-Ho était parti à l'étranger depuis plusieurs années. Ryu Jom comprit alors que sa cible se trouvait désormais dans un autre pays. Direction, les États-Unis. Là-bas, Yong-Ho déjeunait tranquillement lorsqu'un immense homme lui donna soudainement un violent coup de poing au visage. L'homme lui criait dessus en anglais, lui ordonnant de partir. Mais il ne s'agissait en réalité que d'une scène de film en plein tournage. Le réalisateur était agacé car Yong-Ho n'était plus au meilleur de sa forme ces derniers temps, ce qui ralentissait la production. Essayant de rattraper la scène malgré son visage déjà gonflé, Yong-Ho demanda même à l'acteur de frapper l'autre côté afin qu'il puisse recommencer correctement. Soudain, un immense lustre se détacha du plafond. Il s'écrasa brutalement au sol sans le moindre avertissement. Le grand acteur aurait probablement été tué sur le coup si Yong-Ho n'avait pas plongé à temps pour lui sauver la vie. Toute l'équipe accourut immédiatement pour vérifier leur état. Personne ne s'attendait à un tel accident. Heureusement, ils étaient tous les deux vivants. Mais Yong-Ho, lui, avait gravement blessé son bras. À l'hôpital, tout le monde fut choqué de voir qu'il s'était blessé aussi sévèrement simplement pour protéger quelqu'un d'autre. Les gens lui envoient des tas de cadeaux pour son acte de bravoure, mais Yong-Ho souhaite les partager avec le personnel hospitalier. Il s'excuse également pour le retard de tournage, même si tout le monde est soulagé que ses blessures ne soient pas plus graves. Yong-Ho réalise alors que le tournage n'a plus vraiment d'importance après avoir appris une nouvelle bouleversante. De retour à la Maison Bleue, le président Ji-Kon fait ses adieux aux autres, puis découvre l'ancien guerrier qui l'attend. Après avoir facilement franchi le dispositif de sécurité de haut niveau, Ji-Kon se souvient encore de son trouble, car 9 heures plus tôt seulement, ce même homme était apparu soudainement dans son bureau. Cette fois, il accepte l'offre de coopération qu'il avait refusée auparavant, mais à une condition, il remet une photo de Yong-Ho et demande au président de trouver une personne de confiance capable de lui faire rencontrer la star. Ji-Kon accepte tout, pourvu qu'une coopération totale soit obtenue en retour. Ryu Jom fait remarquer que les poignées de main comme signe de confiance n'existaient pas à son époque, mais il serre tout de même la main du président. De retour au présent, Ji-Kon apprend que Ryu Jom souhaite voir Yong-Ho de toute urgence, mais le rejoindre, vu la distance, s'annonce difficile. Ils parviennent néanmoins à arriver à l'endroit où se trouve Yong-Ho. Le mannequin est stupéfait de voir le président et l'homme à ses côtés. Yong-Ho se présente poliment, tandis que Ryu Jom reste tendu, attendant de savoir s'il s'agit bien d'Okyeon. Kwon mentionne que Yong-Ho s'est récemment foulé le bras, et Ryu Jom s'avance pour le saluer en lui tendant la main. La célébrité est stupéfaite de réaliser que c'est le même homme que celui dont elle a parlé aux informations, debout juste devant elle. Il se serre la main, et Ji-Kon propose de s'asseoir plus confortablement, mais l'essentiel est là. Ryu Jom serre la main de Yong-Ho avec une force incroyable. À sa grande surprise, il ne perçoit aucune trace de chi. Yong-Ho se sent pleinement humain. Déçu, Ryu Jom s'excuse d'avoir interrompu. Ji-Kon leur dit de s'installer confortablement, puis sort pour aller aux toilettes, mais ce n'est qu'un prétexte. Ces hommes sont déjà en embuscade, prêts à intervenir. Bientôt, tout le monde quitte la pièce, et ils restent tous les deux à table. Malgré la présence de Chi devant lui, Ryu Jom se sent anéanti. Il réalise que cet homme ne ressemble qu'à Okyeon, alors peut-être est-il vraiment seul au monde. Soudain, Yong-Ho prononce le nom de Ryu Jom. Il se penche et murmure, stupéfait qu'il soit encore en vie. Yong-Ho n'en croit pas ses yeux, le garde du corps qu'il croyait mort est là. Ryu Jom manque de peu d'attaquer sur place, dégageant une aura féroce en guise d'avertissement. Il exige de savoir si tout cela n'était qu'un jeu, si Yong-Ho n'avait jamais été réel, si c'était Okyeon qui se cachait derrière. Cela ne signifie qu'une seule chose. Okyeon a dû apprendre à dissimuler son chi, et Ryu Jom se demande comment il a pu atteindre ce futur avant lui.
Okyom lui explique calmement que le tuer ici n'aurait aucun sens, et qu'il devrait donc abandonner toute intention meurtrière. Il fait remarquer que Ryujom s'acclimate encore à ce monde, tandis que lui-même s'y est déjà fondu. Ryujom l'interroge avec insistance sur la façon dont il est arrivé dans le futur, mais Okyom garde le silence. Puis, Ryujom l'interroge sur la personne qui lui est la plus chère. La jeune fille qu'il a juré de protéger est-elle elle aussi venue du futur? Mais Okyom décide de jouer avec lui. Au lieu de répondre franchement, il donne une réponse vague, comme une énigme. Exaspéré, Ryujom frappe violemment la table, projetant Okyom et sa chaise en arrière. Il est clair qu'Okyom ne coopérera pas, alors Ryujom décide de découvrir la vérité par lui-même. Il toise Okyom du regard tandis que ce dernier se relève des décombres, comme s'il se remémorait leur vie passée. Mais ce dernier coup semble renforcer la confiance d'Okyom, comme s'il pressentait que Ryujom n'a pas encore recouvré toute sa puissance. Juste avant le début du combat, Okyom le met en garde contre la barrière d'illusion qui les entoure. Pour les autres, on croirait voir deux vieux amis qui se retrouvent, au lieu de les voir semer la pagaille. Okyom entre en trombe, mais Ryujom remarque aussitôt que quelque chose cloche. Il ne se battait pas du tout contre Okyom. Il écrase une pomme de pain dans sa main et déclare qu'il découvrira la vérité lui-même. Il explique que même si l'ennemi avait d'abord dissimulé son chi, une partie s'était échappée lorsqu'il avait bloqué son attaque. Cela a suffi à Ryujom pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'Okyom. Le faux Yonwo abandonne son déguisement et reprend forme humaine. Elle est impressionnée qu'il ait deviné la supercherie dès leur première rencontre. C'est Yunji. L'histoire revient au dernier jour de la rébellion. Lorsque Ryujom a vu Yunji s'effondrer après avoir été abattu, il était certain de sa mort. La revoir maintenant n'a donc aucun sens. Yewo rit de sa confusion et déclare que la véritable Okyom occupe désormais une place importante dans ce monde. Elle n'a utilisé l'identité de Yewo que parce que son maître était retenu par d'autres réunions, et elle est impatiente d'annoncer le retour de Ryujom à Okyom. Après avoir testé sa force, elle pense qu'il sera facile de le vaincre ici, alors elle crée des clones et les envoie tous à son attaque. Grave erreur. Ryujom en abat un sans difficulté. Il en a assez de l'écouter parler et lui ordonne de se taire. Il a cependant dépensé beaucoup d'énergie, et comme il vient tout juste de s'éveiller, cela devrait l'épuiser. Mais c'est précisément là que Yunsheng se trompe. Ryujom n'est pas un personnage ordinaire. D'un seul coup, il élimine tous ses clones. La voilà à terre, trop faible pour lui tenir tête. Ryujom se souvient de l'avoir tuée autrefois. Elle est tombée d'une falaise, blessée à mort, sa présence ici est donc difficile à croire. Yunsheng avoue avoir elle aussi cru mourir ce jour-là. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva dans le futur. Là, un homme aux cheveux gris, vêtu d'un costume, se tenait devant elle. C'était Okuyin Jurei, qui l'aidait déjà à s'adapter à ce monde. Cela signifie qu'Okuyin s'est réveillé avant les autres, et en tant que son supérieur, Yunsheng refuse d'abandonner. Elle manque de peu d'atteindre l'œil de Ryujom d'un coup de poignard acéré, mais il le bloque à temps et la repousse violemment. Yunsheng peine à se débattre lorsque Ryujom s'approche d'elle et lui lance, amusé, qu'il trouve pathétique de croire qu'Okyom lui a sauvé la vie. Elle rétorque qu'elle n'est là que depuis un mois, mais Ryujom s'intéresse à autre chose. Quand son corps a-t-il commencé à se décomposer? Elle ignore pourquoi il pose cette question, alors il lui déchire sa chemise et révèle sa chair putréfiée. Il lui dit qu'Okyom ne l'a jamais sauvée, qu'il a simplement utilisé un sort pour la maintenir en vie un peu plus longtemps. Une fois qu'elle sera inutile, elle mourra de toute façon. Yunsheng, hors de lui, hurle qu'il dit n'importe quoi. Ryujom sait qu'elle n'a jamais entendu parler de cette technique, mais pour lui, la réponse est évidente. Elle n'est rien de plus qu'un instrument entre les mains d'Okyom. Il affirme même que si elle est cantonnée à ce genre de tâches ingrates, c'est parce que c'est tout ce qu'elle vaut pour Okyom. Yunsheng est profondément bouleversée. Horrifiée à l'idée de mourir bientôt, elle est soulagée de voir que Ryujom détient le secret d'une possible survie. Pour la sauver, il doit utiliser une énergie différente, qu'il prouve en lui insufflant la sienne afin de ralentir sa déchéance. Pour Yunsheng, c'est confirmé, son maître avait prévu de se débarrasser d'elle. Ryujom affirme que seul lui et Okyom peuvent utiliser cette méthode, elle doit donc choisir son camp. Sachant qu'elle n'a pas d'autre choix, Yunsheng avoue à voix basse vouloir vivre et demande des ordres à Ryujom. Il lui ordonne de devenir un agent double. L'instant d'après, Yao s'enfuit en trombe, suppliant qu'on la sauve des griffes de Ryujom. Il avertit le président et lui ordonne de partir immédiatement, semant la confusion générale. Le président, paniqué à l'idée de la présence d'un homme dangereux à l'intérieur, s'interroge sur ce qui s'est passé. Une fois à l'intérieur, il découvre Ryujom dans une pièce complètement saccagée. Il s'excuse pour les dégâts et promet de les réparer, par tous les moyens. Il prétend qu'il ne faisait que tester quelque chose. Le président balaie ses excuses d'un revers de main et demande à Ryujom si son état mental est stable. Il s'inquiète aussi pour Yunsheng et lui demande s'il est blessé. Yunsheng est âgé par le comportement exubérant de Ryujom devant eux, mais il faut reconnaître que son jeu d'acteur est vraiment excellent. Il prévoit néanmoins de reparler bientôt avec Yunsheng pour savoir quoi faire concernant Okyom. L'histoire bascule ensuite dans le passé. Lorsqu'on enseigna au jeune épéiste son unique devoir, il devait dégainer son épée pour protéger ceux qui lui étaient chers. Un garde du corps se devait de les protéger, même au péril de sa vie. On lui avait toujours répété que sa vie valait moins que celle qu'il servait, mais comme les gardes du corps vivaient pour autrui,
ils étaient déterminés et refusaient de mourir facilement. Ryujom se réveille au laboratoire, et les chercheurs s'inquiètent en voyant son état se dégrader soudainement. Il affirme aller bien et demande combien de temps dureront encore les recherches, mais le président lui conseille de se reposer et de les reprendre plus tard si nécessaire. Ryujom accepte d'interrompre ses recherches pour le moment, car il doit tenir une promesse importante. Dans la scène suivante, Yoon Sheng rencontre Ryujom et lui fait remarquer qu'il est arrivé plus tard que prévu. Elle remarque qu'il est suivi, mais cela ne la dérange pas lorsqu'elle comprend qu'il s'agit d'un homme de main du président. Il s'installe pour discuter autour d'un repas, mais Yoon Sheng est surprise de la désinvolture avec laquelle il commande autant de boissons à ses frais. Ryujom lui dit de se taire, c'est lui qui pose les questions. Il commence par évoquer le passé d'Okyom et comment il l'a piégé lors de leur affrontement final. Okyom appartenait à la famille. Ryujom avait été chargé de sa protection. Tous le croyaient mort dans un incident, mais il avait simulé sa mort pour préparer une rébellion. Yoon Sheng affirme qu'Okyom a toujours gardé des secrets et qu'elle n'a fait qu'obéir à ses ordres. Comme elle ne peut pas en dire plus, Ryujom demande si d'autres personnes du passé sont venues dans le futur. D'après elle, il n'y a que Yoon Sheng, Okyom et Ryujom. Elle a même cherché d'autres personnes dans les archives, mais en vain. Ryujom apprend alors qu'Okyom se trouve actuellement à l'étranger. Yoon Sheng n'apprécie guère qu'il envisage de le rencontrer dans cet état, d'autant plus qu'Okyom est bien plus fort qu'avant. Ryujom l'interrompt brusquement, non par ennui, mais parce qu'il aperçoit quelque chose de stupéfiant. Le vrai Yonho, ou plutôt le vrai Okyom, se trouve devant le restaurant et les fixe droit dans les yeux. Un sourire illumine le visage d'Okyom lorsqu'il comprend que la situation vient de prendre une tournure bien plus intéressante. Ryujom se lève et déclare que toute la réunion est inutile. Il ajoute que son rôle doit être encadré. Après avoir vu cet homme de ses propres yeux, quelque chose d'important s'éveille en Ryujom. Il était tellement obnubilé par la vengeance qu'il en a oublié l'essentiel. Il raconte à Yoon Sheng qu'il est certain que la fille qu'il était censé protéger est toujours en vie. Pour Yoon-shi, cela paraît insensé après toutes les recherches qu'elle a déjà effectuées. Mais les paroles de son maître résonnent encore dans sa tête. Son seul devoir était de protéger la personne placée sous sa garde. Alors, avant toute chose, il allait retrouver sa dame. Yoon-shi le prévient que ce ne sera pas facile puisqu'il ne se souvient même plus de son visage. Mais cet homme est différent, il saisit un crayon et se met à la dessiner de mémoire, jusque dans les moindres détails. Après l'avoir servi toute sa vie, il pense que ce sera simple, jusqu'à ce qu'il montre son croquis. Et oui, c'est terrible. L'histoire se déplace ensuite vers Soon. Son amie est contrariée qu'elle soit partie sans elle. Elle est toujours la même fille qui voulait mettre fin à ses jours. Au lycée, Soon est une véritable star. Elle a même un fan club rempli de losers qui s'imaginent avoir une chance avec elle. À cause de ces individus louches, son amie s'inquiète. En même temps, elle est un peu jalouse de toute l'attention que reçoit Soon. Pendant leur conversation, Ryujom et Yoon Sheng les aperçoivent de loin. Yoon Sheng est toujours fasciné par les smartphones, qu'il compare à un immense océan d'informations. Ryujom se réjouit des progrès accomplis. Il pensait qu'il faudrait une année entière pour en arriver là. Il dit à Yoon Sheng de se taire, puisqu'ils sont là uniquement pour regarder. Soudain, une bande de types louches encercle les filles. Ils cherchent désespérément l'attention de Soon et réclament même un câlin, comme si elle leur en devait un. Leur attitude horrifiée glace Soon, tandis que ces deux imbéciles se comportent comme si le fait d'être ses fans leur donnait droit à une récompense. Ryujom et Yoon Sheng observent la scène à distance et comprennent qu'ils devront bientôt intervenir. C'est alors que nous en apprenons davantage sur sa bien-aimée. Le premier mot qu'il utilise pour la décrire est « pissenlit », tant elle était pure. Elle était petite, douce et pleurait sans cesse, malgré ses origines aisées. Lorsqu'elle était malade, c'était toujours grave. Elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés pour se sentir en sécurité. Ryujom intervient juste au moment où l'un des malfrats tente d'attraper Soon. Yoon Sheng surveille l'ami de Soon. Et si vous pensiez que Soon était la compagne de Ryujom, détrompez-vous, c'est son amie. Et elle n'était pas faible, ni avant, ni maintenant. Elle était sa maîtresse. Ryujom s'approche d'elle, et elle fait un pas vers lui. Il s'excuse d'être arrivé trop tard pour la protéger, puis lui offre sa veste pour la réchauffer. Après un seul regard, Ryujom est certain que c'est elle. Mais soudain, à sa grande surprise, la jeune fille se précipite et lui assène un uppercut dans son estomac. Ryujom ne s'y attendait pas du tout, et honnêtement, moi non plus. Elle n'est pas une victime sans défense, elle est dangereuse. Souriante, elle dit que ça fait longtemps. Il s'avère qu'elle pensait qu'il était juste un autre fan, ce qui le désole car elle ne se souvient absolument pas de lui, elle ne porte même plus le même nom. Perplexe, la jeune fille lui demande s'il est en fait fan de Soon. Ryujom est bouleversé car ce ne sont pas seulement ses souvenirs qui diffèrent, mais toute sa personnalité. La personne en face de lui paraît totalement différente. La jeune fille baisse alors la tête, honteuse de l'avoir frappé sans raison. Quelques camarades accourent pour protéger Soon et son ami, croyant que Ryujom les importunait, mais à cet instant, il n'en a cure. Il est uniquement préoccupé par la douloureuse vérité, cet enfant n'est pas sa maîtresse. Les autres partent avec Soon, mais la jeune fille continue de penser à l'homme qui se tient toujours là, le visage empreint de tristesse. De cette brève rencontre, elle comprend qu'il a vécu une terrible épreuve. Le lendemain matin, Ryujom et Yoon Sheng se rendent au tombeau où, selon la légende, repose sa bien-aimée.
Yoon Shing le trouve banal, mais se dit que c'est simplement dû au temps qui a passé. Il vérifie également toutes les informations auprès du principal historien du président. Après avoir consulté plusieurs sources, ils apprennent que l'épouse de Ryu Jom est décédée le jour de la rébellion. Ses derniers effets personnels ont été déposés dans le tombeau. Yoon Shing reste calme, mais Ryu Jom est anéanti. Il frappe même le sol de frustration. Les derniers instants se rejouent sans cesse dans sa tête. Okium l'a vaincu en l'empêchant d'accomplir la seule mission qui comptait vraiment. Il a enfreint la règle qui régissait sa vie et a échoué dans ce pourquoi il vivait. Devant sa tombe, il est anéanti par la pensée de l'avoir déçu. C'est brutal, comme consacrer sa vie entière à une seule mission, pour finalement découvrir que tout cela n'a servi à rien. Maintenant que sa mort est confirmée, il se concentre sur la jeune fille d'avant, celle qui avait le même visage que son maître. De retour à l'école, la jeune fille est surprise d'être la seule employée restante. Son patron, complètement ivre, traîne là, l'air complètement déprimé. Ce fainéant lui dit même que ça fait partie du boulot. Elle est furieuse qu'il lui confie des corvées alors qu'elle est censée devenir célèbre un jour. Agacé par ses plaintes, il finit par se lever pour cuisiner lui-même. Son interview passe à la télévision, et il lui dit d'attendre encore un peu. Soudain, il reçoit un appel et son visage s'illumine. Après avoir raccroché, il annonce la bonne nouvelle à Min Daryl, il lui a décroché un rendez-vous avec une grande société de production. Les yeux de Daryl s'illuminent aussitôt. C'est peut-être l'occasion qu'elle attendait. Invité, Dula se rend à la réunion, mais le lieu la met mal à l'aise, il ne lui semble pas approprié pour une fille de son âge. Elle se dit néanmoins que c'est un problème interne à l'entreprise. Les hommes présents lui proposent alors un verre, ce qui la prend au dépourvu. Elle leur rappelle qu'elle est mineure et qu'elle ne peut donc pas boire. L'endroit ne ressemble pas du tout à un entretien d'embauche. C'est chaotique et peu professionnel, et les deux hommes ont l'air ivres et se comportent bizarrement. Ils lui disent de se détendre, que ce n'est qu'une première rencontre, pas le vrai rendez-vous. Elle essaie de jouer le jeu, mais le deuxième de ces types louches la touche. Elle comprend qu'elle court un grave danger. À cet instant, elle voit clairement où tout cela va la mener. Alors elle se lève et déclare qu'elle ne se vendra pour rien au monde, pas même pour un immeuble entier. Mais peu importe, car juste après, elle s'effondre, droguée à son insu. Incapable de bouger, elle comprend qu'on l'a piégée en mettant sa boisson à l'abri. Quant à Shidaeok, rongé par le désespoir, il serait prêt à tout. Dula étant inconsciente, un homme suggère d'exploiter son rêve à leur avantage. Leur chef appelle alors et ils annoncent que tout se déroule sans accroc. De retour chez le président Jikon, Ryu Jom lève les yeux vers la lune et déclare qu'il ne lui reste plus qu'une chose à faire, la vengeance. Il projette de détruire tout ce qu'Okium a construit, de tout raser, jusqu'à ce que tous deux soient définitivement morts cette fois-ci. Tard dans la nuit, Yoon-shi surgit et le surprend. On apprend également qu'il lui transmet son chi quotidiennement. Elle était venue car elle avait trouvé quelque chose d'important, non pas concernant Okium, mais concernant la jeune fille qui ressemblait à sa dame de compagnie. Intrigué par Dula, Yoon-shi commença à enquêter sur ses origines. Ce qu'elle découvrit fut choquant. Tout comme la dame de compagnie de Ryu Jom, la jeune fille appartenait à la famille Min, ce qui faisait d'elle une descendante directe de celle qu'il n'avait pas réussi à protéger. Après l'avoir suivi un moment, Yoon-shi comprit que la jeune fille était en danger et avait besoin d'aide. Malgré cela, Ryu Jom, indifférent au sort de cette descendante, fit demi-tour et rentra chez lui, car à ses yeux, elle n'était pas sa maîtresse. Yoon-shi, exaspéré par tous les efforts qu'elle avait déployés pour la retrouver, s'en trouva agacé. Soudain, un appel retentit et elle comprend qu'elle doit agir vite. Une partie d'elle pense que Ryu Jom devrait la laisser tranquille s'il ne ressent rien. Assis là, en silence, l'homme brisé repense à la personne qui lui était la plus chère. Il se souvient de toutes ses expressions, jusqu'au jour où la rébellion a éclaté. Sentant le danger qui menaçait sa dame, il lui dit de s'enfuir, mais elle lui demanda une dernière chose, qu'il soit toujours là pour elle, chaque fois qu'elle se retournerait. Ce souvenir se heurte à celui de Dula dans son esprit, le laissant déchirer. Il se répète sans cesse que cette fille n'est pas son maître, que Dula n'a rien à faire avec lui, alors pourquoi s'en soucier ? Il pense aussi que quelqu'un d'autre la protège déjà. Puis, on passe à la séquence suivante de cette chaîne YouTube, où Nami accueille Baeksu, une nouvelle recrue qui postule pour devenir manager. À la grande surprise de Baeksu, il décroche le poste dès le premier jour, sans même passer d'entretien. Il ne se soucie pas de savoir si Baeksu est nouveau et le renvoie sans ménagement. Puis il se souvient qu'après le duel, Baeksu est le seul employé restant. Il lui avait aussi préparé une surprise et se demandait comment s'était passée sa réunion. Soudain, il reçoit un appel de son patron et perd complètement le contrôle. Il n'était parti qu'une minute, mais pendant qu'il était aux toilettes, tout a dérapé et la cible a réussi à s'échapper. Son imbécile de subalterne a tenté de la toucher, et elle l'a tabassée. Maintenant qu'elle s'est échappée, si elle porte plainte, la police va leur tomber dessus. Pourtant, le type au nez cassé ou à la coupe au bol affirme qu'elle n'a pas pu aller bien loin puisque les drogues font encore effet. Il a raison, Dula peut à peine bouger et doit s'appuyer contre le mur pour continuer. Pire encore, elle a laissé son téléphone dans la chambre, donc appeler la police est impossible. Elle a du mal à se repérer dans le couloir, et les hommes se précipitent sur elle. Elle supplie ses jambes de continuer à avancer, sachant que c'est sa seule chance de survivre. Dès que sa main effleure la poignée de la porte, les hommes la rattrapent et la repoussent.
Le type à la coupe au bol veut la frapper, mais elle semble déjà brisée. Même eux sont surpris qu'elle ait tenu aussi longtemps. Après avoir longuement hésité, ils décident de la ramener de force. Soudain, le sol se met à trembler, et bientôt tout l'immeuble est secoué. Comprenant qu'il s'agit d'un puissant tremblement de terre, Dula y voit une opportunité. Les lumières s'éteignent, dans l'obscurité, elle remarque que la porte est ouverte. C'est parce que notre garçon est déjà à l'intérieur. De retour chez le président, il trouva un mot de sa part et ne comprenait toujours pas pourquoi il avait fait tout ce chemin pour la sauver. Il aurait pu l'ignorer, et même maintenant, il ne savait pas pourquoi il était venu. Finalement, Ryujom conclut que la réponse était simple, il voulait faire une bonne action. Il leur ordonne froidement de relâcher la jeune fille sur le champ. Le garçon aux cheveux blancs se fige, terrifié et désorienté. Pendant ce temps, le sol tremble encore, mais Ryujom le repousse d'un geste désinvolte, le faisant s'écraser contre un obstacle après l'autre avant de toucher le sol. Vient ensuite le type à la coupe au bol. Ryujom, d'un regard glacial, lui ordonne de lâcher prise. Même lui ne comprend pas sa colère. Le voyou à la coupe au bol prend la fuite dès qu'il voit ce qui est arrivé à l'autre. Il court jusqu'à sa voiture et tente de s'enfuir, mais Ryujom l'arrête. Il rappelle à ce salaud qu'il ne lui a jamais donné la permission de partir. Le type à la coupe au bol sort de la voiture en rampant, tandis que Ryujom exige de savoir ce qu'ils ont fait pour que la fille perde connaissance, se demandant s'il ne devrait pas tout simplement le tuer s'il refuse de parler. Une dernière fois, il demande s'ils l'ont empoisonné, puis repousse la voiture d'un souffle d'énergie pure. Ryujom réclame l'antidote. Terrifié, l'homme balbutie qu'elle a seulement été droguée et qu'elle devrait bientôt se réveiller. Ryujom n'y croit pas et lui broie la main. Puis, il le prévient que s'il ment, son coup sera le prochain sur la liste. L'homme à la coupe au bol est toujours désorienté lorsqu'un groupe déguisé en agent du gouvernement arrive pour mettre fin à la situation. En réalité, il s'agit d'une équipe de sécurité. Il lui ordonne de s'enfuir pendant que Ryujom s'assure que la fillette va bien, mais leur chef souhaite plutôt prendre l'enfant en charge. Ils ne se présentent même pas. Ils ordonnent à Ryujom de la leur livrer sous peine de représailles. Ryujom s'y prépare et leur dit d'essayer. Se souvenant de leur première rencontre et de la façon dont il l'a sauvée, Ryujom décide qu'il doit en prendre la responsabilité. Il prétend être le manager de l'enfant, même si ça ne fait qu'un jour. Le voyou à la coupe au bol appelle son patron et découvre que c'est lui qui a envoyé les gardes du corps en renfort si les choses tournaient mal. Mais quand il raconte qu'ils ont croisé le manager de Dula, même son patron est pris au dépourvu. De retour auprès de Ryujom et des gardes, ils exigent une preuve de son lien avec la jeune fille. Il leur ordonne de prouver leur fiabilité avant de leur remettre Dula. Il les trouve suspects et se méfie d'eux. L'un d'eux tente une attaque, mais Ryujom lui assène un coup de pied dans le ventre et le termine d'un coup de paume qui le repousse. Après l'avoir laissé tomber, Ryujom se demande un instant s'il n'en a pas trop fait. Le chef cesse de feindre la politesse et fait signe à tous de se jeter sur lui. Cela ne change rien. Ryujom les décime coup après coup jusqu'à ce qu'il soit le dernier debout. Alors qu'il passe devant les survivants, Ryujom ressent quelque chose d'inattendu. Le chef d'équipe s'avance pour l'affronter personnellement et la jeune fille finit par se réveiller. Ne reconnaissant aucun membre de l'équipe de sécurité, il lui demande de fermer les yeux un instant et concentre sa puissance pour une attaque dévastatrice. En un instant, toute l'équipe est projetée au loin et s'effondre comme des quilles sous l'effet de la charge explosive de Ryujom. La jeune fille reste sans voix. Elle ne peut qu'admettre qu'il est incroyablement fort. Dans la scène suivante, elle est saine et sauve auprès de son patron, qui réalise qu'il a commis une grave erreur en l'envoyant seul sans personne pour la protéger. Il n'aurait jamais imaginé que cela se produise et s'est fait berner par la réputation de l'entreprise. Même si elle semble aller bien, il est évident que cela l'a profondément marqué. Ce qui paraissait être une belle opportunité au départ aurait pu tourner au drame pour Dula. Son patron est furieux et veut s'en prendre à ceux qui lui ont fait du mal, mais elle rejette cette idée irréfléchie. Il est impossible pour lui de lutter contre une multinationale. Elle aussi souhaite les dénoncer, mais la vérité est qu'ils sont actuellement trop faibles. Peu importe leurs protestations, ils perdraient quand même. C'est pourquoi elle ne veut pas qu'ils provoquent une dispute inutile. Elle préfère qu'ils en subissent les conséquences plus tard, à terme. Pour l'instant, elle dit que l'important est de remercier la personne qui les a aidés. Elle entraîne son patron vers Ryujom, qui reste impassible, et le laisse parler. Il veut le remercier, mais Ryujom ne semble s'intéresser qu'aux boissons sucrées. La jeune fille l'apprécie déjà beaucoup car il est très fort, et elle pense qu'il ferait un excellent manager. Ils se sont déjà rencontrés, alors elle plaisante en lui demandant si la fille avec laquelle il l'a confondue était aussi jolie qu'elle. Par ailleurs, son patron commence à l'interroger et découvre qu'il est presque au chômage. Dula est abasourdi par la tournure que prennent les choses, mais aux yeux du patron, ils semblent faits l'un pour l'autre, et il propose donc sur le champ le poste de manager à Ryujom. Plus tard, à l'école, Sion félicite Dula d'avoir intégré une grande société de production, ignorant tout de ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Dula explique que tout a capoté, se sentant prise de vertige, s'éloigne et demande nerveusement un service, quelques secrets de fabrication. Cette requête privée fait hésiter Sion un instant, mais sa gentillesse l'empêche de refuser, et elle accepte aussitôt. Elle s'apprête à répondre lorsqu'un groupe de filles délinquantes arrive et les bouscule. Il s'agit du gang Gayunil. Mais les managers personnels de Sion suffisent à les dissuader avant que la situation ne dégénère.
Sion explique que c'est précisément pour des moments comme celui-ci qu'avoir un manager est si important. Pour elle, choisir une personne fiable est plus important que de choisir une personne forte. Ce mot, fiable, fait penser à Dula, à l'homme qu'elle vient de rencontrer. Ce soir-là, Ryujom contemple la ville quand Yoon-shi arrive pour le rejoindre. Il se montre assez dur, la réprimandant pour ses retards constants et lui demandant même quel est son emploi du temps chargé qui l'a contraint à arriver si tard. Yoon-shi refuse de répondre et lui demande pourquoi il l'a convoqué. Il veut simplement savoir ce que fait un manager de célébrité, et même elle semble surprise par la question. Sous son regard perçant, elle explique qu'un manager veille sur la célébrité, gère ses contrats et prend soin d'elle comme un protecteur. Maintenant qu'elle a donné son explication, elle veut savoir pourquoi il a posé la question. Ryujom lui annonce qu'il a décroché un nouveau poste de manager de Mindula. Elle est sous le choc, surtout après qu'il l'a conduite la veille. Elle le maudit même pour avoir changé d'avis et lui dit qu'elle s'y attendait. De plus, il apprend quelque chose d'intéressant de la part de la jeune fille. Pendant ce temps, un membre de l'équipe d'intervention fait son rapport à son chef concernant l'homme étrange et avoue être responsable de l'échec de la mission. Au même moment, Ryujom raconte à Yoon-shi comment il a combattu plusieurs hommes pour sauver la jeune fille. Dès le départ, il avait compris qu'ils étaient différents. Même après avoir encaissé des coups bas, ils parvenaient à se relever. De retour auprès de leur chef, celui-ci assène un coup de poing si violent qu'il projette le chef d'équipe contre le mur, leur rappelant qu'eux non plus n'étaient pas des humains ordinaires. L'échec de cette mission est absolument humiliant, surtout quand elle est aussi importante. Ryujom explique à Yoon-shi que, dans ce monde, personne ne devrait connaître le chi. C'est censé être un monde sans arts martiaux. Pourtant, il ressentait l'énergie émanant de ces hommes. Le chef de l'équipe d'intervention s'y intéresse désormais et souhaite rencontrer cet homme mystérieux. Yoon-shi réagit vivement aux propos de Ryujom. Elle lui demande s'il est sérieux. Incapable de comprendre son trouble, il commence à se demander si elle sait quelque chose qu'il ignore. Les yeux de Yoon-shi s'écarquillent. Elle se fige, se souvenant qu'Okyom avait dit que son chi interne avait disparu. Si c'est vrai, c'est impossible, et cela prouve encore plus qu'Okyom se servait d'elle. Cela la ramène à sa rencontre avec l'Okyom du présent. Elle apprit que le monde avait beaucoup changé en 800 ans, l'humanité avait perdu une fonction corporelle essentielle. Désormais, c'était un monde où la technologie primait sur les arts martiaux. Il lui vanta même les mérites de la science. Elle n'était tout simplement plus indispensable dans un tel monde. Mais cela rend la longévité d'Okyom encore plus étrange. Ryujom ajouta que ce qu'il avait ressenti n'était pas du chi ordinaire. Ses invités se trompaient peut-être encore. C'est pourquoi il veut d'abord enquêter sur ces hommes. Puis, il saute du bâtiment juste devant elle. Il atterrit brutalement et s'éloigne le lendemain pour découvrir la vérité cachée dans l'ombre. Nous sommes au lycée Yongjin, le plus prestigieux de Corée. Soutenu par le gouvernement, il fonctionne comme une université avec toutes sortes de cours et de programmes. C'est là que étudie Dula. L'établissement est rempli d'enfants riches et gâtés, comme ces trois pestes. Contrairement à elle, Dula n'y est entrée que par hasard. Elle est harcelée simplement parce qu'elle est là. Il l'entraîne même dans leurs disputes, la traitant comme si elle ne valait pas la peine d'être regardée. Dula leur tient tête, mais même si elle a envie de les frapper, les garçons de la classe ne font qu'empirer les choses. Toute la classe est contre elle et elle ne voit toujours pas d'issue. Tout le monde parle de l'arrivée de la nouvelle élève aujourd'hui. Le professeur entre et demande à tout le monde de s'asseoir, car il est très exigeant. Ils s'attendent tous à une fille, mais à la surprise générale, surtout de la Dula, c'est Choi Ryujom qui est vraiment canon dans cet uniforme. Revenons un peu en arrière, à sa rencontre avec le président. Il a demandé à entrer à l'école, disant qu'il voulait en apprendre plus sur ce monde. Le président a confié le dossier au directeur des services de renseignement nationaux. Si son âge ne posait pas de problème, il pourrait s'inscrire. Le voilà donc en classe, et toutes les filles sont immédiatement sous son charme. Même les garçons le dévisagent, pensant qu'il a l'air d'un acteur ou d'une future célébrité. La Dula interrompt le brouhaha, se présente et fait un commentaire sur le physique de Ryujom. La réponse est glaciale. Ryujom explique qu'il a sculpté son corps en coupant des têtes, autrement dit en découpant des gens. Et le geek qui lui avait parlé de Yoonji tout à l'heure est aussi dans cette classe. Ce gamin tremble littéralement, tandis que Junyu se moque de Ryujom, qui a l'air d'un personnage d'anime. Le pauvre garçon a l'air terrifié à l'idée de mettre le bazar dans toute l'école. Ryujom jette un coup d'œil et aperçoit la Dula. Elle lui fait signe de sortir pour discuter, alors il la suit et elle lui demande pourquoi. Il fréquente cette école. Elle n'arrive pas à croire qu'il y soit entré si facilement et veut savoir qui il est vraiment. Mais avant son arrivée, Ryujom avait été prévenu de ne pas révéler son identité. Il avait été parfaitement préparé à ce genre de questions. Il donne donc la réponse préparée. Il dit être entré par une admission spéciale et être son manager, en quelque sorte son garde du corps, car des gens dangereux la traquent. Il veut rester près d'elle et la protéger. Cela la met mal à l'aise. Elle lui dit de ne pas faire ça à l'école, sinon ils auront des ennuis, et qu'ils devraient se comporter comme des inconnus. Une partie d'elle refuse encore d'admettre la vérité,
car elle ne se sent pas encore comme une vraie célébrité. Elle est décontenancée, mais Ryujom disparaît comme Batman. Des brutes raquettent un garçon timide pour lui soutirer de l'argent de poche. Il refuse et reçoit un violent coup de poing dans le ventre pour désobéissance. Le coup le fait tomber. Géniel règne en tirant sur la classe et tous ceux qui l'entourent sont terrifiés quand Ryujom s'approche. Ils se demandent ce qui se passe. La raison de sa disparition était simple, il avait perçu une trace de chi à proximité. Géniel tenait l'enfant à genoux et lui prenait l'argent. Le garçon, faible, expliqua que Géniel collectait des impôts auprès de tout grâce au soutien de sa puissante famille. Il traitait la classe comme son propre terrain de jeu, le mot le plus facile pour lui était un roi, et ce mot déclenchait instantanément la colère de Ryujom. Il était dégoûté qu'un être aussi pitoyable s'appelle ainsi, mais Géniel et sa bande entendaient chaque mot. Ryujom s'excusa calmement d'avoir offensé le roi. Géniel le prit comme un défi à sa position dominante. Un de ses hommes de main pensait pouvoir s'occuper de Ryujom. Géniel va repousser l'autre type lui-même. Puis, la mâchoire proéminente, il défie Ryujom de le frapper. Mauvaise idée. Fou de rage que Ryujom continue à jouer les durs, Géniel retire son poing. Le gamin, chétif, n'en croit pas ses yeux, ça arrive dès le premier jour des nouveaux élèves. Juste avant que la bagarre ne commence, le professeur intervient et gâche la fête de Géniel. Il leur dit de garder ce genre de choses pour eux, en dehors de l'école. Géniel prévient Ryujom qu'il va lui pourrir la vie à partir de maintenant. Il parle comme s'il allait le détruire. Ryujom a l'air perplexe. Plus tard, à la cantine, Ryujom demande à s'asseoir avec un groupe d'élèves. À sa grande surprise, ils se lèvent tous et s'en vont. Personne ne veut être associé à lui et se mettre à dos Géniel. Comme la table est vide, le gamin chétif demande s'il peut s'y asseoir. Ils mangent ensemble et Ryujom se demande pourquoi tout le monde a si peur de Géniel. Il ne comprend vraiment pas. Le garçon explique que Géniel et sa bande l'ont pris pour cible. L'école est sur le point de devenir un cauchemar. Géniel pousse les gens à bout, les forçant à quitter l'école. C'est pourquoi tout le monde évite Ryujom. Mais le garçon demande aussi why Ryujom n'a pas écrasé Géniel alors qu'il aurait clairement pu. Il évoque alors leur première rencontre et dit que Ryujom lui paraissait déjà étrange à l'époque, demandant en plaisantant s'il est un surhomme venu d'une autre époque. Ce qui est bien trop proche de la vérité. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, un professeur appelle le nouvel élève. Dans une salle à part, le professeur lui pose des questions simples sur Ryujom. Il dit que les professeurs ne sont pas d'une grande aide et ne semblent plus vivre selon les mêmes valeurs morales qu'avant. Mais il sait déjà pourquoi il a été appelé ici. Alors il dit à Yunchi d'arrêter de faire semblant. Elle laisse tomber son rôle et est choquée d'apprendre qu'il envoie des traces de chi à l'école. Malheureusement, aucun d'eux ne sait à qui appartient ce chi. C'est pourquoi Ryujom a semé la zizanie intentionnellement. Il essayait de forcer quelqu'un à utiliser le chi. C'était une occasion parfaite, mais le professeur l'a quand même interrompu. Il a confirmé une chose, le chi du maréchal existe toujours dans ce monde. Au même moment, Géniel bat le gamin faible, ce qui rendra la revanche de Ryujom encore meilleure. On ordonne à Géniel d'enlever sa chemise et de riposter. Il effleure à peine l'épaule de Géniel. Il est complètement secoué. Géniel se moque de son visage terrifié puis le frappe si fort que tout son corps est secoué. Les voyous regardent leur chef jouer avec sa nouvelle victime et se souviennent avoir vu Ryujom parler à Géniel à la cafétéria. C'est pourquoi il est puni à ce rythme. Géniel sera bientôt obligé d'enlever son pantalon. Soudain, le garçon à lunettes de tout à l'heure se précipite pour les arrêter. C'est le délégué de classe et après avoir parlé avec Duel, il décide enfin d'agir. Duel avait été déçu qu'il se soumette toujours au brut. Il était resté silencieux tout ce temps pour protéger son avenir et préserver la tranquillité. Mais il en a assez de se taire. Soudain, il charge Géniel comme s'il était prêt à le mettre KO. Mais Ryujom apparaît et le bloque, ce qui confirme quelque chose pour lui. Ryujom rabaisse Géniel en l'insultant, ce n'est pas un roi, juste un salaud. Cette insulte provoque l'assaut des hommes de Géniel contre le nouvel élève. Ryujom se souvient de sa conversation avec le président. Il avait reçu l'ordre de ne pas causer de problème et il avait donné sa parole. Alors il reste immobile, sans rien faire. Il se souvient aussi de ce que Géniel lui avait dit. Ryujom lui avait demandé pourquoi il s'impliquerait avec quelqu'un déjà considéré comme un fauteur de troubles. Juno avait répondu par une simple vérité, les forts doivent protéger les faibles. C'est ce qui rend ce moment si fort. Même le gamin qui paraît faible est fort dans ce contexte, et il aide Ryujom avec ce qui lui pose le plus de difficultés, se réadapter au combat. Un des sbires de Géniel se blesse à la main en essayant de frapper Ryujom. Une seconde plus tard, Ryujom le projette au sol. Cela lui fait aussi penser qu'il avait lui aussi des faiblesses, avant. Toute la classe est stupéfaite. Il a mis 2 types KO presque instantanément. Puis il se tourne vers le lâche Géniel et lui demande si le soi-disant roi est prêt à montrer ce qu'il a dans le ventre.
Géniel se raidit puis explose complètement, comme un fou. Il charge et lui assène un coup de poing. Mais toute cette comédie est vaine, car Ryujom lui donne juste une pichenette sur le front et l'envoie valser. Ryujom ne prend même pas la peine de le regarder et le traite de pathétique, une insulte et une raclée en même temps. Géniel s'écroule au sol avec une énorme bosse sur le front. Ryujom comprend déjà que ce type ne mérite pas d'être appelé roi. À vrai dire, le délégué de classe mériterait davantage ce titre. En repensant à ce qui s'est passé, Ryujom réalise que le délégué de classe retient une puissance absurde. Park Minguk est celui qu'il recherchait, la source de ses traces de maréchal Chi. Fixant intensément le nouvel élève transféré, Minguk lui demande ce qu'il cache. Les autres élèves ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais il semble bien que Ryujom ait causé un autre problème. Puis Duel arrive et découvre. Géniel et sa bande sont tous allongés là. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé et remarque le délégué de classe qui parle avec Ryujom. Ryujom jette un coup d'œil et croise son regard. Puis il passe devant elle sans s'arrêter. Après les cours, Sun et Duel discutent de l'étrangeté de la présence d'un type comme lui dans leur école. Avec un type pareil dans les parages, Géniel a l'air ridicule. Mais Ryujom compte bien reprendre le contrôle de son monde. Sun trouve Ryujom différent. Il semble qu'il mette naturellement les gens à l'aise, les incitant à s'approcher. Duel lui révèle la vérité, la laissant complètement bouleversée. Sun promet de garder le secret, et Duel est contente qu'elle le lui ait dit tôt. Le fait que son nouveau manager soit inexpérimenté, tout comme la future star, les rend étrangement compatibles, admet Sun. Pendant ce temps, Ryujom repense à sa conversation avec le délégué de classe. Minguk ne répondait à rien jusqu'à ce que Ryujom mentionne le Qigong. Même alors, Minguk semblait totalement perdu, ce qui prouvait une chose. Il donnait des coups de poing comme si de rien n'était, sans se rendre compte de leur puissance. Ces questions étranges ont tendu Minguk, et la conversation s'est arrêtée là. Ryujom se souvient encore de l'énergie de ce coup, car quelque chose lui est familier. Bref, Ryujom est convoqué pour avoir semé le chaos dès son premier jour. L'école veut même faire intervenir son tuteur. Ryujom répond en traitant l'instructeur de honteux, et c'est à ce moment précis que ses soi-disant tuteurs arrivent. Il s'agit du directeur des services de renseignement nationaux et de ses hommes. Imaginez-vous vous présenter à une réunion scolaire avec le directeur comme représentant, puisque l'État finance l'école. Ils sont clairement mécontents de la façon dont les choses ont été gérées. Il dit à Ryujom de lui laisser le reste, ce qui rend l'instructeur encore plus arrogant. L'affaire est réglée. Ensuite, notre faiseuse de troubles préférée réapparaît. Elle a apporté à Ryujom ce qu'il avait demandé, un dossier contenant les informations sur Minguk et toutes ses données personnelles. D'après ce qu'elle a trouvé, Minguk semble tout à fait ordinaire. Il paraît simplement sérieux à propos de l'école et du Qigong parce que le garçon n'a pas de parents. Il n'a qu'un frère aîné. Cette affaire est plus difficile que Ryujom ne l'avait imaginé. Il commence donc à se demander si le délégué de classe est lié à l'équipe de sécurité. Cela suggère également que le Qigong a quasiment disparu à notre époque, même après avoir cherché des preuves. Il n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il cache. Plus tard, Minguk rentre chez lui et retrouve son frère qui lui demande si quelque chose s'est passé à l'école. Minguk l'ignore d'abord et continue son chemin. Puis il finit par dire qu'il a vu quelqu'un à l'école utiliser un pouvoir étrange. Le garçon est un nouvel élève et il a écrasé les brutes avec ce même pouvoir, voire pire. Il connaît aussi leur pouvoir. Son frère lui demande à quoi il ressemble, alors Minguk décrit Ryujom avec de longs cheveux. À la stupéfaction de Minguk, son frère disparaît sous ses yeux. Il rapporte immédiatement à son chef qu'il a trouvé la personne recherchée et que, par un heureux hasard, cette cible n'est qu'un lycéen. Le chef est furieux que la mission ait échoué la précédente, surtout parce que le frère de Minguk n'était pas là pour s'assurer de son succès. Cette fois, le chef de section qui m'est chargé de l'affaire, une mission qu'il convoitait depuis un certain temps. Et oui, c'est bien Park Daan, le même individu. Celui qui a battu sa propre équipe de sécurité pour avoir perdu contre Ryujom après avoir pris le contrôle de l'école. Ryujom rend tout l'argent que Géniel avait collecté comme taxe de classe. Pendant ce temps, Géniel, embarrassé, commence à se demander si le président soutient ce type, car sinon pourquoi agirait-il avec autant d'audace? Cela ferait de Ryujom le nouveau roi de l'école et tout le monde commencerait à parler de lui après les cours. Juno dirait que la simple présence de Ryujom a redonné à l'école son âme d'enfant. Juno propose avec joie de l'aider pour tout ce dont il pourrait avoir besoin à l'école désormais. Mais Ryujom aperçoit Minguk au loin et dit qu'il ira plutôt lui demander ses réponses. Minguk commence à expliquer comment trier les déchets, tandis que Ryujom pense que c'est une routine inutile et que le délégué de classe se demande qui est vraiment ce nouvel élève, surtout depuis que son frère a disparu juste après leur dernière rencontre. Minguk commence à penser que Ryujom essaie de se rapprocher de lui exprès. Mais Ryujom dit alors qu'il peut très bien se débrouiller seul. La façon dont il le dit laisse entendre qu'une bagarre pourrait éclater à tout moment.
Mainguk est sur ses gardes et lorsque Ryujom lui saisit l'épaule, il est prêt à frapper. Puis il réalise que c'est juste la Dula qui les rattrape. Elle commence aussi à se méfier de leur conversation privée. Alors il minimise en disant que Mainguk apprenait juste à trier les déchets. La Dula fait des blagues amusantes. Tous les trois ont été admis grâce à une admission spéciale et dit que les deux devraient devenir amis puisqu'ils n'ont pas beaucoup de personnes sur qui compter. Plus tard, Ryujom et la Dula rencontrent le patron de l'entreprise. Il les a convoqués soudainement pour leur offrir une belle opportunité. Il a l'air complètement stressé en expliquant qu'ils ont décroché un boulot. Un jeune qu'il connaît travaille sur une web-série, comme il faut un étudiant pour le rôle, la Dula est parfaite. Le problème, c'est que le plateau est loin. Du coup, son manager doit conduire, et bien sûr, Ryujom n'a aucune idée de comment faire quand on lui tend les clés. Il est complètement perdu, ce qui est plutôt drôle. La Dula le dit au patron. Il est déjà devenu quelqu'un qui se fait remarquer à l'école, ce qui est apparemment un problème puisqu'ils n'ont toujours pas signé de vrai contrat. Alors la Dula dit qu'il devrait partir tout de suite et le patron leur donne sa carte pour ouvrir les frais. La Dula commence immédiatement à s'amuser et ignore son avertissement de limiter les dépenses. Elle le rappelle même à Ryujom. Il ne peut pas se plaindre après avoir mangé 5 pains à lui tout seul. Puis il change de sujet et dit qu'elle semble proche de Mainguk, ce qu'elle admet. Ils se connaissent depuis la première année, étant tous deux élèves admis sur dossier. L'admission sur dossier était destinée aux élèves ayant des problèmes d'argent. Mais même si elle leur permettait d'intégrer l'école, elle les plongeait aussi dans une vie misérable. Malgré tout, le délégué de classe est resté fort. Aidé par l'exemple de son frère qui travaille dans la sécurité, Dula commence à s'agacer que Ryujom pose sans cesse des questions sur Mainguk. Au lieu de s'adresser à elle, Ryujom se détourne comme s'il s'endormait. Mais en réalité, il est obsédé par un seul mot, sécurité. Lorsqu'ils arrivent sur le lieu de tournage, Ryujom découvre que Dula ne veut pas qu'il la suive partout car il attirerait trop l'attention. Elle lui dit donc d'aller se reposer dans le bus de l'équipe. Il s'exécute, assis tranquillement, repensant aux agents de sécurité qu'il a affrontés auparavant. Cela signifie que Mainguk lui a forcément menti, et le frère de Mainguk, Park Daon, a l'air suspect lui aussi. Puis, comme par hasard, ce même groupe de clowns en costume débarque au bus. Ryujom est content de pouvoir enfin avoir une chance. Lors d'une rencontre avec Daon, il leur dit qu'il ne les brisera pas s'ils répondent à quelques questions. La première concerne leur véritable cible, mais personne ne répond. Il passe à une deuxième question sur la cascade, mais le chef d'équipe intervient et attaque Ryujom. Il lance un coup de poing que Ryujom bloque facilement sans même se relever. C'est exactement ce que voulait l'attaquant, car il libère une énorme quantité de chi et lance une technique de haut niveau dans cet espace restreint. Même ses propres hommes pensent que Ryujom pourrait y laisser sa vie. Le chef tente de porter un autre coup, mais Ryujom le repousse violemment, le laissant inconscient. Ryujom s'est armé d'un objet utile, pensant que c'est mieux que d'utiliser ses poings. Les autres commencent à enlever leur veste, comme si cela allait les aider, tandis que le premier se précipite sur eux. Ryujom remarque que leur Kigon ne se manifeste que sous certains déclencheurs. Alors qu'il les roue de coups, il compare leur puissance à celle de Mainguk, mais comparée au Kigon que Ryujom connaissait du passé. Cette version donne l'impression d'une pâle imitation. Il les massacre donc sans effort. Après avoir laissé tomber le dernier d'entre eux, il les remet sur leur siège comme s'ils dormaient paisiblement. Leur Kigon était faible. Mais l'homme qui arrive ensuite est clairement différent. Ryujom descend du bus et se retrouve face à un homme en costume noir impeccable. Daon est furieux, toute son équipe a été anéantie en moins d'une minute. Ryujom lui demande sans détour s'il est garé, puis lâche une affirmation incroyable, il prétend être l'ancien de la famille Park. À peine Daon entend-il cela, il éclate de rire. Cela paraît complètement fou. Ryujom mentionne alors son jeune frère Mainguk, et ce nom provoque la colère de Daon qui lui assène un coup de tuyau à la tête. Ce n'est qu'après cela qu'il demande à Ryujom qui il est vraiment. Ryujom attrape le tuyau et demande à Daon s'il tient vraiment tant à le savoir, puisqu'ils recherchent la même chose. Quoi qu'il en soit, ils décident de régler leur compte ailleurs. Ils se dirigent donc vers un parc tranquille. Une fois sur place, Daon devient sérieux et libère une puissante vague de chi. Il veut des réponses, mais il a été clair, il n'écoutera que si Ryujom perd. Tous deux veulent la vérité. Le vainqueur rafle tout et le perdant doit parler. Lassé d'être méprisé, Daon charge le premier. Son coup atteint sa cible et fait glisser Ryujom en arrière. Daon est surpris que Ryujom ait pu suivre cette vitesse et le félicite même. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Utilisant les murs comme des marches, il plonge et assène un puissant coup de pied sauté. Daon sent que son adversaire anticipe chacun de ses mouvements, ou pour la première fois, il se demande s'il est confronté à quelque chose d'inhabituel. Il n'en sait toujours rien. Qui est Ryujom? Mais il pense déjà que cet homme est peut-être plus fort que lui, sachant qu'il ne peut plus se retenir. Daon déploie tout son Kigon, puis prend une posture qui choque Ryujom,
le poing du tigre silencieux. Le mouvement crée une pression écrasante, même lorsque Ryujom le bloque. Puis vient une seconde charge. Daon revient en un éclair et tente d'enchaîner avec un troisième coup. Ryujom l'évite, mais la pression déchire tout de même les arbres du parc, passant à la quatrième partie du combo. Daon tente de le finir avec un dernier coup décisif, mais lorsqu'il frappe, Ryujom a disparu. Le poing du tigre silencieux a besoin d'un élément clé pour être complet, et Ryujom le démontre, un silence parfait. Cachant sa présence comme un prédateur derrière sa proie, il souligne la piètre maîtrise du Qigong par Daon et prouve qu'il aurait pu mettre fin au combat instantanément. Le premier pas de la contre-attaque de Ryujom envoie Daon voler et fissure le sol sous la force de l'impact. C'est à ce moment que l'écart entre eux est devenu évident. Ryujom révèle alors qu'il n'a même pas utilisé la séquence complète. Plus tard, Dula, choquée lorsqu'ils obtiennent une voiture privée au lieu de reprendre le bus, elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé le lendemain matin. Ryujom réveille Daon d'une gifle. Ils sont maintenant chez les frères, mais Minguk n'est pas là. Daon ne se souvient même pas d'avoir perdu connaissance. Mais il compte bien tenir parole et répondre à toutes les questions. Ryujom dit avoir déjà compris plusieurs choses par lui-même. D'abord, le corps de Daon ne possède pas naturellement le Qigong. Cela l'a amené à se demander comment Daon avait acquis ses pouvoirs, jusqu'à ce qu'il trouve Something dans la maison, une réserve de pilules. Elle ne ressemble pas à celle du passé, mais elle fonctionne de la même manière. Leur rôle est de forcer le Qigong dans le corps, ce qui explique pourquoi les deux frères Park peuvent l'utiliser. Ryujom réalise également qu'aucun d'eux ne connaît l'aspect le plus important de ces pilules, ce qui met Daon hors de lui. Il exige une réponse claire, que Ryujom lui donne rapidement. Ils pourraient tous les deux mourir si cela continue. Daon ne peut l'accepter et se met à crier de peur et de colère. Il ne comprend toujours pas ce que Ryujom veut jusqu'à ce que Ryujom lui adresse un avertissement clair. S'il tient vraiment à Minguk, il doit rester loin de ces gens pourris. Soudain, ils ressentent tous les deux une énorme pression venant de la porte. C'est une sensation inédite pour Daon, et la peur la submerge. Pendant ce temps, des journalistes font la queue pour interviewer la célèbre star Yoonshi. Yoonshi est surprise de le voir là. Elle le salue poliment, et il lui dit qu'elle est belle. Soudain, il les emprisonne derrière une barrière. Sa main se referme sur sa gorge tandis qu'il exige de savoir comment elle est encore en vie. Daon refuse de répondre. Elle est en danger réel, et Yoonshi lui ordonne d'enlever son blazer. Elle est stupéfaite qu'il ait remarqué son état de guérison, même après qu'elle ait retiré l'énergie de Ryujom de son corps. Yoonshi l'étudie attentivement, tandis que Yoonshi ne comprend pas comment il peut la percer à jour si facilement. Puis, comme s'il décidait qu'elle a assez souffert, il lui propose son aide au lieu d'aggraver les choses. Il utilise sa propre énergie interne pour la guérir, puis tente de la convaincre en disant qu'il n'a jamais voulu la rejeter. Mais il est pris au dépourvu par l'expression terrible sur son visage, car elle souffre atrocement, son corps brûlant de douleur. Yoonshi se contente de sourire. Les journalistes ne remarquent rien à cause de la barrière et de là. Deux d'entre eux partent. Plus tard, Daon repense à ce que Ryujom lui a dit, si son état continue de s'aggraver, il pourrait en mourir, ce qui explique son état actuel. Il se demande si l'organisation a caché la vérité intentionnellement. Il doute également de pouvoir faire confiance à Ryujom. Quand Minguk rentre de l'école, Daon l'accueille tout en essayant de protéger son petit frère pendant que Minguk se brosse les dents. Il plaisante en disant à Daon d'arrêter de le fixer comme un pervers. Soudain, Daon annonce qu'ils ne peuvent plus utiliser les pilules, affirmant que l'entreprise a cessé de les utiliser et a imité leur accès aux membres de l'organisation. Minguk est furieux d'apprendre cela, car il avait besoin de leur pouvoir pour une évaluation importante. Mais Daon ne peut pas continuer à prendre des risques inconsidérés. Soudain, Minguk a un saignement de nez, ce qui laisse présager le coût exorbitant des pilules. Daon panique et se met en colère, lui disant de faire attention à lui. Minguk ne comprend pas pourquoi son frère réagit ainsi. Les étudiants ont des saignements de nez tout le temps. L'histoire se concentre ensuite sur le directeur de CK Shield, qui y naît tout en examinant la toute nouvelle version de leur produit. Cette formule est plus puissante que la précédente et donne des résultats encore meilleurs. Ils ont même fait appel à des experts pour la tester, et ces mêmes combattants chevronnés ont été vaincus par un homme à bout de force. Voilà à quel point ces pilules de Qigong sont puissantes, et l'entreprise s'attend à ce que leur valeur explose. Cet homme est Joe Neal, le directeur de l'entreprise. Daon est également présent à la réunion, sous le choc de ce qu'il voit. Le corps du directeur se rétablit progressivement et les ventes ne cessent d'augmenter. Les acheteurs en redemandent, car une seule dose agit immédiatement. On dirait bien le genre de choses qui pourrait faire sensation dans le monde médical. Pour y instant, ils appellent ça une injection de vitamines. Tout se déroule comme prévu. Le chef ordonne à Daon de faire son rapport sur l'homme qu'il devait neutraliser. Daon se souvient seulement d'avoir été roué de coups. Il est paralysé, incapable d'avouer quoi que ce soit,
Alors il ment et prétend s'être occupé de l'individu en privé. Au moins, cela lui donne du temps. Le chef lui ordonne de retourner à son poste. La scène se déplace du côté de Minguk. Minguk commence à s'agacer car Ryujom ne cesse de l'entourer toute la journée. Ryujom fait comme si de rien n'était, prétendant qu'il s'agit d'une simple coïncidence. En réalité, il surveille Minguk de près, mais ces derniers temps, il n'a perçu aucune énergie de sa part. Soudain, Ryujom regarde dehors et aperçoit John Yul en train de rouer de coups Juno. Il déverse sa colère sur le gamin à cause de ce que Ryujom lui a fait. Juno est jeté à terre et on lui rappelle que c'est la vie dans laquelle il est condamné. Les hommes de main de John Yul restent plantés là, tandis que leur chef continue de frapper Juno. Le carnage s'arrête à l'arrivée de Dula. Il panique un instant, la prenant pour Ryujom, avant de croiser son regard. John Yul s'approche et lève la main pour la gifler. Grosse erreur. Ryujom intervient aussitôt et l'arrête. Le docteur Ryujom est tellement effrayé qu'il s'enfuit sans se retourner. Ryujom dit à la Dula qu'elle était trop imprudente et qu'il n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les ennuis la poursuivent. Il a aussi dû revoir ses priorités après avoir appris l'existence des pilules, les choses plus sérieuses passent avant tout. Il ne peut donc plus veiller sur elle comme avant, et Ryujom s'inquiète toujours. Quelque chose pourrait arriver pendant son absence. C'est pourquoi ses anciens alliés lui manquent. Il confie sa vie à Dula, qui conseille à Juno d'être plus prudent car John Yul et sa bande ne manqueront pas une occasion de l'humilier. En partant, Ryujom réalise qu'il pourrait briser John Yul définitivement en l'humiliant une fois pour toutes. Il ordonne donc à Juno de le vaincre lui-même, ce qui semble presque impossible. Malgré tout, Ryujom persiste et affirme que c'est la seule solution puisqu'il n'a aucun allié à cette époque. Il est prêt à partager son pouvoir avec la seule personne en qui il a confiance et à former une nouvelle équipe. À école primaire, Juno était toujours le même garçon timide et studieux, juste un peu plus grand que les autres. C'est probablement pour cela que les brutes le laissaient tranquille. S'il y avait bien une personne qui embêtait les autres, c'était lui. Un jour, un gamin gifla son ami un peu rondouillard et lui arracha son deck à vapeur, refusant de le lui rendre. Le petit voyou provoqua même Juno en duel devant tout le monde. Alors, pendant les jours qui suivirent, Juno se prépara pour le premier vrai combat de sa vie. Il savait que toute l'école le regarderait et tout allait bien jusqu'au combat. Le combat avait commencé lorsqu'un uppercut brutal lui asséna un coup au menton, faisant voler ses lunettes. Le choc le secoua si violemment qu'il peinait à tenir debout. Il réussit tant bien que mal à se stabiliser, mais intérieurement, il était déjà vaincu. Ce premier coup avait anéanti toute sa confiance et son corps s'était figé. La peur le frappa de plein fouet. Il avait du mal à respirer. Les autres enfants se mirent aussitôt à rire. Il avait l'air d'une véritable risée. Même aujourd'hui, Juno pense parfois que ce jour-là l'a tellement marqué qu'il a même cessé de grandir. Il se réveille, l'air complètement désorienté. Dula lui dit qu'il a perdu connaissance. Ryujom explique qu'il a ouvert un des points de flux bloqués de Juno. Juno demande si c'est comme les trucs qu'on trouve dans ces bandes dessinées d'arts martiaux bas de gamme. Il dit que Dula dit qu'elle ne comprend pas vraiment non plus. Mais d'une manière ou d'une autre, Ryujom l'a rendu plus fort. Ryujom sourit simplement et dit à Juno qu'il est maintenant assez fort pour battre 100 hommes. Juno le croit vraiment, disant qu'il peut sentir la puissance circuler dans son corps. Plus tard dans la nuit, Dula s'agace que Ryujom l'ait suivi jusqu'à chez elle et il dit calmement qu'il partira une fois qu'elle sera en sécurité. Elle lui demande alors où il loge, après avoir entendu la distance, elle finit par l'y emmener. En chemin, elle lui achète une glace. Une bouchée et il est complètement émerveillé par ce dessert parfait qu'il n'a jamais goûté auparavant. Tout en la savourant, elle lui demande soudain s'il cache quelque chose. Sa façon de parler et tout ce qu'elle fait le font paraître comme s'il venait d'une autre époque. Elle est sur le point de le deviner, mais avant qu'elle puisse en dire plus, une vieille femme crie que les filles ne devraient pas être dehors si tard. Ryujom se retourne aussitôt et la femme manque de faire un bond en réalisant que c'est un homme. Irritée, elle l'appelle Ryujom, trouvant ses cheveux longs, les ignore et sent quelque chose d'étrange dans son sac. Il lui demande poliment de voir son sac à main, ce qui ne fait que le rendre plus suspect. La femme panique et se met à crier à l'aide. Dula s'interpose rapidement avant que la situation ne dégénère. Avant même qu'elle puisse s'expliquer, la femme s'empare de son sac et s'enfuit comme si elle cachait quelque chose. Dula demande à Ryujom pourquoi il l'a effrayé comme ça. Il répond calmement que la femme transportait quelque chose de dangereux, la drogue étant cachée dans son dos. Il est choqué de voir que la nouvelle s'est déjà répandue jusqu'à Juno. Assis dans sa chambre, il se demande s'il pourra vraiment se débarrasser des brutes maintenant. Puis il vérifie sa taille, qui n'a pas changé depuis ses 8 ans. Constatant qu'il est toujours le même, Juno se persuade qu'il ne peut pas gagner. Au fond de lui, il est toujours ce gamin apeuré. Le lendemain matin à l'école, Dula est surprise de voir Ryujom arriver tôt. Ce qui la choque encore plus, c'est sa nouvelle coupe de cheveux. Elle rit et lui demande si la nuit dernière l'y a poussé. Il répond que non. Il commence à faire chaud.
Puis remarque la propreté des autres salles de classe avant l'arrivée des autres élèves. Dula comprend qu'il vérifie en réalité si Juno viendra comme promis. Ryujom dit qu'il ne doit pas se montrer s'il veut tester le courage de Juno et qu'il s'assure aussi que Dula n'intervienne pas. Alors, tous deux observent discrètement Juno se débarrasser de sa chaussure. Il ordonne à une nouvelle victime, un garçonnet un peu rondouillard, de ramper jusqu'à la chaussure et de la ramasser avec sa gueule, comme un chien. La classe reste impassible, trop effrayée pour intervenir, car Juno règne en maître dans l'école dès que Ryujom n'est pas là. Ryujom demande à Dula si elle pense que Juno va vraiment se défendre. Elle répond que même si Juno lui fait confiance, un tel courage ne se développe pas du jour au lendemain. C'est alors que Juno fait irruption. Voyant Juno forcer le garçonnet rondouillard à obéir juste pour récupérer son téléphone, Juno attrape la chaussure et la jette à l'autre bout de la pièce, frappant Juno en plein visage. Puis il ordonne au tyran de lui rendre son téléphone comme un gentil garçon. John-Yul était stupéfait que ce petit crétin ait vraiment osé faire ça. Un de ses larbins s'avance et demande à Juno s'il pense que Ryujom le sauvera. Ou s'il a perdu la raison. Même s'il tremble de tous ses membres, Juno affirme être venu mettre fin au règne de John-Yul, et même s'il n'a pas grandi en 11 ans, il n'est plus le même lâche. Dula n'en revient pas que le timide Juno ait osé se défendre. Quand elle lui demande s'il peut vraiment écraser qui que ce soit comme Ryujom l'a promis, il répond nonchalamment que non. Le point d'énergie de Juno ne s'est toujours pas éveillé. De retour auprès de Juno, il s'avance pour affronter son premier adversaire, Kim. Ils lancent tous deux leurs coups le plus puissant simultanément et toute la classe se tait lorsque Juno est mis KO par un crochet violent. Kim admet que le nerd a failli en placer un plus tôt, mais, habitué au combat, il l'esquive et assène un coup net au foie de Juno. Puis vient un coup de poing au visage, laissant Juno se demander pourquoi il est le seul à se faire démolir. Même l'ami de Kim lui dit de se calmer avant qu'il ne blesse vraiment le gamin, mais Kim continue de frapper et de donner des coups de pied à Juno malgré tout. C'est alors que Juno réalise qu'il a eu peur tout le temps, tandis que Kim le surplombe et s'apprête à l'achever. Dula commence à paniquer. Elle exige de savoir pourquoi Ryujom a menti en prétendant rendre Juno plus fort alors qu'il est manifestement encore faible. Ryujom reste calme et explique que la peur et le courage sont opposés, mais que tous deux commencent par la confiance en soi. À ce moment précis, Juno atteint ses limites et éveille sa véritable force, transformant sa peur en courage. Il se propulse en avant et assène un coup de tête au menton qui met son adversaire KO. Toute la classe est stupéfaite par la soudaine explosion de puissance de Juno, mais Minguk fait rapidement remarquer que c'était surtout de la chance. Le coup a juste touché le menton. Malgré cela, Juno appelle la prochaine personne à venir se faire tabasser. Mais Juno répond par un coup de pied sauvage en plein visage. After cela, Juno ordonne à son sbire de jeter les ordures. À la surprise générale, Juno se relève lentement, prêt à continuer, sans se soucier de ce qui arrive à son corps. Il fonce droit sur le caïd du lycée et reçoit un violent coup de genou dans la poitrine. Juno le plaque contre les casiers et se met à le frapper au visage comme un punching ball. Il se moque de Juno, lui demandant si son cerveau a cessé de se développer avec sa taille et s'il a oublié ce qui s'est passé à l'école primaire. La classe regarde, sous le choc, Juno continuer à le frapper et à l'insulter, voulant s'assurer qu'il ne se relèvera plus jamais. Soudain, Ryujom intervient et met fin au passage à tabac. Il dit à Juno qu'il n'est pas encore capable de le vaincre. Mais Juno se relève avec un sourire et demande si tout ce discours sur les points de chi n'était que du vent. Chaque coup est une véritable torture, mais à travers cette douleur, il apprend quelque chose sur lui-même. Il dit à Ryujom de ne pas s'en mêler. C'est son combat, il reprend sa position. Il montre qu'il n'a pas dit son dernier mot. En entendant cela, Ryujom soutit fièrement et lui tapote l'épaule. Alors que Juno tente encore de comprendre si Ryujom le défie vraiment, un coup de poing le frappe en plein visage. Juno esquive le contre et réfléchit rapidement à son prochain mouvement. Mais Juno le traite d'idiot pour l'avoir sous-estimé et lui assène un coup de genou, le laissant à peine debout. Juno, étourdi, reste planté là. Juno continue de frapper et le renvoie au sol d'un coup de pied, le voyant se relever. Juno admet être impressionné par l'obstination du gamin. C'est alors que Juno réalise que le pouvoir que Ryujom lui a donné lui permet d'encaisser coup après coup. Mais il sait aussi que la force seule ne signifie rien s'il ne peut pas riposter. Juno se jette sur lui pour l'achever, le traitant de nerd désespéré. Qui ne changera jamais à cet instant précis, souhaite Juno, il pouvait se battre comme ses héros préférés et exécute un mouvement tout droit sorti d'une de ses bandes dessinées préférées. Ryujom et Dula le regardent, complètement déconcertés,